Le sud du Québec connaît un boom minier important, mais avec ce boom minier vient d'importants enjeux pour l'environnement, pour la santé et pour les populations locales. Évidemment, quand on voit une minière débarquer dans notre ville, ça peut être très, très difficile à arrêter. Mais il ne faut pas lâcher prise parce que en Outaouais, dans la petite nation, il y a un groupe de citoyens affiliés avec la coalition Claim, qui ont vécu une importante victoire plus tôt ce mois-ci. Le gouvernement Legault a retiré son soutien pour le projet minier La Lutte qui s'imposait dans la petite nation. Donc, pour apprendre sur ce mouvement citoyen et comment que les gens ont fait pour arrêter une mine d'une taille exceptionnelle dans leur ville, mais j'ai invité M. Claude Bouffard, qui est affilié avec la coalition Claim. C'est quelqu'un qui a milité depuis quelques années là, pour bloquer ce gigantesque projet de mine à ciel ouvert dans la petite nation. Bienvenue à la mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualité et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux, pour débattre et pour apprendre, pour écouter et interagir. Je suis Alex Tirel et je suis votre animateur pour ce podcast, La Mentalité Verte. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Mentalité Verte. Aujourd'hui, on a Claude Bouffard de la coalition Claim. Claude est en train de fêter une certaine victoire parce que dernièrement, son regroupement et des municipalités de la région d'Outaouais ont réussi à bloquer le projet minier Lac La Loutre. C'est un projet qui prévoyait du graphite justement pour faire des véhicules électriques et toutes sortes de choses, mais les gens sur place ont réalisé que c'est un projet qui était néfaste pour l'environnement, ont pris les choses en main et dernièrement, le gouvernement Legault a annoncé qu'ils vont pas appuyer le projet. C'est un bel exemple de victoire citoyenne au Québec et ça démontre ce qu'on peut faire quand on veut arrêter une mine, même s'il y a des intérêts très puissants, il y a quand même des choses à faire. Donc, bonjour Claude, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Alex de m'inviter à parler de cette bataille. Super. Puis c'est une bataille que vous êtes impliqué depuis plusieurs années maintenant. Personnellement, depuis l'automne 2021, la lutte ou la bataille a commencé avant ça avec des citoyens qui venaient du lac Doré puis du lac Gagnon. Dont Louis Saint-Hilaire, que tu dois certainement connaître, qui est le porte-parole de la coalition Claim, qui est un des experts dans ce dossier-là là, au Québec. Oui. Alors, puis comment vous avez entendu parler de la mine pour la première fois? Et moi, c'est drôle parce que j'ai construit un chalet de Boiron pour venir ici les week-ends en 2020 durant la pandémie. C'était pas prévu comme ça, mais à l'été 2021, il y a eu une réunion de l'Association de la protection de l'environnement de Lac-des-Plages. Et puis, il y avait une dame qui avait fait une résolution pour former un groupe pour étudier le projet minier, pour s'en opposer. Alors là, j'ai entendu parler de ça. J'ai dit, bon, ben, je vais me joindre à ça, ça n'a comme pas d'allure. Alors, c'est comme ça que ça a débuté. C'est vraiment, je n'avais entendu parler à travers les branches, mais pas beaucoup. Mais c'est comme ça que moi, je l'ai appris. Alors, c'était très peu connu, on peut dire, à l'époque. Puis au début de votre implication, est-ce que les résidents du coin étaient au courant de ça ou ça a pris les gens par surprise un peu? Par surprise, vraiment que ça a pris les gens, définitivement. Alors, fait que je comprends que c'est une grande mine qui aurait pu complètement transformer le paysage de plusieurs lacs et de plusieurs municipalités dans votre coin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi justement que cette minière-là a proposé? La minière avait fait une étude préliminaire économique qui ont déposé justement en 2021. Le projet proposait 3 fosses à ciel ouvert et puis avec un parc de résidus miniers. Alors, si on assemblait les 3 fosses ensemble au point de vue volume, c'était environ le 3/4 du volume de la mine de Malartic en Abitibi. Wow, ça c'est grand là, parce que je l'ai vu cette mine-là, puis c'est parmi les plus grands au Canada. Même en Amérique du Nord.
ce qui proposait les trois fosses assemblées ensemble, c'était environ 75% du volume. Le parc de résidus miniers qui proposait équivalait à environ 13 stades olympiques en volume. C'était comme une montagne qu'elle allait construire de 1,5 km de long par à peu près 500 mètres large par à peu près 100 mètres haut. Puis au début, le projet proposait que ce parc de résidus miniers-là serait logé carrément sur un milieu humide aussi long que le parc. Alors ça, c'était la proposition initiale avec une exploitation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 15 ans, avec des concentrations de graphite là, de l'ordre de 4-5% plus ou moins. Ces concentrations-là sont calculées sur les minéraux qui sont traités, non pas les minéraux qui sont extraits, mais si on fait le calcul, la minière prévoyait sortir 110 millions de tonnes de minéraux pour produire environ 1 million de tonnes de graphite. Fait que vraiment, le pourcentage qui sort à la fin, c'est 1% et non pas 4-5%. Fait qu'il faut comprendre que quand on traite le minéral, environ 30 à 40 millions de tonnes dans ce cas-là, on le broie en poussière et puis on extrait le graphite là, en petits morceaux et avec des processus au moment où il en parlait avec des processus de flottaison en utilisant des produits chimiques et puis de l'eau qui allait puiser à même les lacs aux alentours. Ouais, c'est ça que les gens y oublient parfois, hein. C'est pas juste la fosse, la mine puis l'extraction, mais c'est aussi le raffinage et le traitement du minerai. Donc, il y avait des produits chimiques là qui étaient pour être impliqués là-dedans. Ben, à ce moment-là, on parlait d'utilisation de gaz diesel et puis d'un produit que je suis pas capable de prononcer le nom là, qui est long comme a pu finir au point de vue chimique, mais qui s'apparente au produit qu'on met dans les fluides pour nettoyer les freins. En anglais, on appelle ça brake cleaner. Ouais, ça sent mauvais, hein? Ça sent mauvais, c'est très volatile. Et puis, la compagnie, puis là, il y a eu toutes sortes d'histoires depuis ce temps-là. Mais ça, c'était la proposition de départ. Là, on est rendu que la minière nous suggère qu'ils vont utiliser une méthode d'extraction à froid, sans utilisation d'eau, mais on n'a pas plus de détails. Ça, c'est une des dernières nouvelles. Alors, la minière est toujours à l'affût de changer son histoire. Au début, on était 7 jours sur 7, 24 heures par 24 heures. Maintenant, on va fermer l'été. Ah ouais, mais quand on le verra quand vous allez être en opération parce que c'est difficile d'arrêter une mine parce que c'est pas rentable de l'arrêter souvent. Ouais. Alors, la minière nous a raconté plusieurs histoires depuis le début. Là. Ça change au gré du temps. Ils ont tenté de faire certaines concessions là, pour plaire aux gens. Eux, ce qu'ils disent, c'est on vous consulte, on prend soin de vos préoccupations et puis on va faire telle affaire selon vos préoccupations. Peut-être dire qu'ils essayent fort de nous faire avaler le projet, mais à la fin de la journée, nous, on sait très bien que ce projet-là, à 15 ans, c'est un projet qui est difficile à attirer des investisseurs qui sont sérieux pour pouvoir exploiter une mine sur une période de 15 ans seulement. Souvent, les compagnies vont regarder à exploiter des mines sur 25-30 ans pour que ce soit vraiment rentable. Puis en même temps, c'est une porte pour l'ouverture d'une région minière en Outaouais. Alors, la porte est fermée présentement. Il n'y a pas de mine, ou quasiment les mines qui existaient sont fermées. C'était des petites mines dans l'histoire de l'Outaouais. Maintenant, avec ce genre de mine-là, on pourrait ouvrir un chantier minier là qui pourrait s'étendre de Duhamel jusqu'à Chenneville, là, pour ceux qui connaissent pas la région, mais je pourrais montrer des cartes si vous voulez, là. Mais il y a le potentiel de graphite existe, est énorme. Et puis aussi, on peut dire que le graphite, nous, on dit qu'il existe, mais il existe à partir de l'État des États-Unis qui s'appelle l'Ohio jusqu'au Labrador à Terre-Neuve. Alors, ce qu'on dit, c'est, on est en région habitée. On est en région habitée plus densément que même dans des régions traditionnelles minières comme la Côte-Nord ou l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a des endroits plus propices pour exploiter le graphite. Même exploiter d'autres minéraux que le graphite qui sont critiques à la transition énergétique, la soi-disant transition énergétique. Ouais. Alors là, on dit, vous pouvez nous aider à préserver. Nous, on va faire notre contribution en réduisant les gaz à effet de serre, en préservant notre environnement, puis en laissant pousser les arbres.
Et puis en utilisant des techniques de développement plus durables que l'exploration minière, qui est une technique de destruction durable. Alors, c'est ce qu'on dit. Aussi avec le Québec sur les enjeux miniers, c'est qu'on a tellement de lacs et d'eau potable, l'eau de surface là, dans les Laurentides, surtout avec tous les lacs. Fait que c'est pas le meilleur endroit là pour ce genre de mine à ciel ouvert. Là. Tu sais, c'est pas juste une question de pas dans ma cour là, mais c'est que t'as beaucoup d'autres endroits où t'as pas cette ressource en eau de surface là qui est quand même important pour le monde entier. L'eau qu'il y a ici, on sait que tout le monde l'utilise pour s'approvisionner en eau potable particulièrement. Il y a des lacs ici dont l'eau est complètement pure. Et puis l'agriculture aussi qui s'en approvisionne. Alors nous, ce qu'on dit, c'est on veut préserver cette valeur-là qui est une valeur beaucoup plus sur l'eau. Pour les populations, c'est évident. Et puis, bon, comme vous avez dit, les lacs qui existent, c'est un peu comme ça qu'on a mobilisé, si vous voulez, la population, c'est à travers les associations de lacs. Juste en Outaouais, on répertorie environ 6000 lacs qui sont connus, qui ont des noms officiels, mais ça va jusqu'à 15 000 lacs non officiels dans la région administrative de l'Outaouais. Alors, si on commence à regarder les Laurentides, même nous, on s'étend avec la coalition Claim, qu'on a fondée à partir des associations de lacs, qui est maintenant rendue à 150 associations de lacs. Puis on recule pas là activement, mais si on le faisait, on pourrait monter à 200, 250, je suis convaincu. Tous ces gens-là vivent aux abords des lacs, et puis de plus en plus, il y a comme un mouvement de gens qui travaillent à distance, maintenant avec l'avènement de l'Internet à haute vitesse. Les gens n'ont plus besoin de se déplacer autant, vont travailler de leur résidence en campagne. En plus qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent retraités, on le sait, le pourcentage de la population de gens retraités augmente. Alors, tous ces gens-là, ça devient des bons opposants là, au projet minier, de ce que je comprends. C'était notre canal, c'est notre canal au marché des opposants, c'était les associations de lacs pour commencer. Et puis après ça, ben c'est sûr que les citoyens qui vivent autour de ces lacs-là, dans des municipalités, ont commencé à comprendre eux autres aussi, parce que c'est des utilisateurs des terres publiques ou des terres privées ou des parcs nationaux, des parcs provinciaux. La même chose. Alors, ces gens-là sont intéressés d'aller faire leurs activités préférées. Qui va du skido, de la motoneige, à la chasse, à la pêche, au kayak, au vélo, à la randonnée, etc., etc. Ouais. Ce qui est une des fondations même du tourisme ou de l'économie de nos régions présentement. Alors, les mines, ça fait pas partie de notre économie, et puis c'est pas un générateur d'emploi nécessairement. Les gens pensent que ça génère beaucoup d'emplois, c'est le discours des minières, mais tout le monde sait que bon, les emplois, ça prend souvent des entreprises ou des gens qui ont des spécialités dans le domaine pour pouvoir travailler dans les mines ou construire des mines. L'expertise qui n'existe pas dans le sud du Québec. L'équipement ne viendra pas du sud du Québec non plus. Puis une fois que ta mine est partie, ben aujourd'hui, il y a des grosses tendances à l'automatisation des moyens d'extraction, conduire des véhicules, dynamiter, sortir le minerai, etc., etc. Alors, il y a des mines qui opèrent en Ontario qui normalement opéraient avec 100, 200 employés, qui opèrent avec une dizaine d'employés présentement, à cause que tout est automatisé exactement. Fait que nous, la promesse de l'emploi, puis en même temps, on dit, ben vous allez aussi détruire des emplois, parce que présentement, les gens ici vivent d'une certaine économie. Villégiature, construction pour supporter la villégiature, l'agronomie, l'agriculture, la foresterie, les industries de tourisme, etc., qui sont des industries durables. Puis demain matin, ben on arrive avec quelque chose qui est pas durable. Alors, il va y avoir une exode sensiblement de gens où les gens vont être moins attirés à venir dans des régions comme les nôtres. Alors, si on laisse la porte ouverte pour développer une mine, admettons ici, à Lac-des-Plages, Duhamel, Chenneville, Saint-Émile, etc., dans 50 ans, là, qu'est-ce qui va en amener des résidents qui sont ici? Ils vont probablement dire, c'est moins intéressant, il y a de la pollution, il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a du transport. Les gens veulent pas venir ici, ma propriété est pas attirante, je peux pas leur vendre. Alors, tout ça, on pense que ça va vraiment nuire à l'économie. Puis d'ailleurs, ça a été vu dans plusieurs endroits au Québec, là, dont Malartic. Les gens promettaient qu'il y avait un fleurissement économique, mais que finalement, ça a été le contraire. C'est que la ville a dépéri.
Fait que une chose qui m'intéresse, c'est l'ordre des opérations là, des opposants ici, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent là, qui ont peut-être une mine un jour qui va débarquer chez eux. Donc, vous avez eu déjà les associations de lacs qui s'opposaient là à ce projet-là. Ensuite, je sais que les municipalités ont joué un grand rôle. Est-ce que la prochaine étape, c'était d'aller chercher le soutien des municipalités? Alors, nous, on a commencé une personne qui a créé un groupe qui s'appelle le Regroupement des protections des lacs de la Petite Nation. Puis on a commencé comme ça. Et puis évidemment, les gens avaient peur de vivre près d'une mine à ciel ouvert. Et si on voit Malartic, la première fosse en avant-plan avec la deuxième fosse qui est en train de se construire, puis à gauche le petit village. Alors nous, on avait gens-là disaient nous, on n'est pas intéressé de vivre près d'un trou comme ça. Ouais, parce qu'à Malartic, les gens y vivent direct à côté, hein. Ouais, mais je vais vous montrer une certaine analogie ici avec certaines personnes qui pourraient vivre près d'une mine à ciel ouvert comme ça dans notre région, là. Alors, nous, on a commencé à regarder le projet. Ici, on a, si vous voulez, les titres de la compagnie minière qui existe aujourd'hui, qui s'appelle le Micrometals Inc. Et puis, en rouge, les 2 étoiles, là, c'était le premier projet proposé, la Loutre. Mais on sait que aux endroits où il y a des étoiles en noir, qu'il y a eu des découvertes dans le passé, mais c'est des découvertes qui n'avaient pas été approfondies, mais qui notaient la présence de graphite. Alors, tantôt, on parlait, possiblement qu'on pourrait avoir des trous, plusieurs, pendant 50 ans, 60 ans, entre la réserve Papineau-Labelle qui est en vert en haut, jusqu'à Saint-Émile-de-Suffolk et puis vers les municipalités comme Chenneville, Namur et puis adjacent aux 3 plus grands lacs de la MRC de Papineau, qui est le lac Simon, que tout le monde connaît, le lac des Plages, que tout le monde connaît, puis le lac Gagnon, qui est en haut à gauche complètement. Mais plus important encore, c'est qu'il y avait aussi des résidents qui sont au lac Doré, qui est tout en bordure de où les 2 étoiles qui sont en rouge. OK? Alors là, il y a une centaine de résidents. Je vais y revenir plus tard. Alors, ce projet-là, lui, était à cheval sur 2 bassins versants. Qu'on parlait tantôt, un bassin versant en rouge où l'eau se dirige comme dans un entonnoir vers le lac des Plages, ainsi que dans les rivières qui descendent vers la rivière des Outaouais. Et puis en jaune à gauche, qui est le bassin versant du lac Doré qui se jette dans le lac Simon. Alors, les gens étaient aussi inquiets de ça. Alors, ici, on voit un peu plus de détails de qu'est-ce que le projet proposait. Tantôt, on parlait du parc de résidus miniers en haut à droite, avec les 3 fosses. La première en haut, une plus petite, juste en bas, puis une plus grande à gauche. Et puis, ces 3 fosses-là sont bordées par des lacs qui sont complètement intacts aujourd'hui, qui sont des lacs de tête qui approvisionnent toute la petite nation en eau potable. Alors là, les gens ont commencé à devenir encore plus inquiets. Et puis ici, on voit le même dessin avec les résidences du lac Doré. Alors, la distance entre la rive est du lac Doré et la fosse est d'environ 1/2 kilomètre. Ouais. Alors, tantôt, on parlait de Malartic. Et puis, la compagnie a fait des forages en 2022. Et puis, on remarqué qu'il y avait plus de graphite que prévu, que les fosses pourraient descendre jusqu'à 400 mètres de profondeur. Et puis, on n'a jamais eu de mise à jour sur la grandeur des nouvelles fosses parce qu'on présume que s'ils vont descendre plus profond, ils vont être obligés d'ouvrir plus grand. Alors, j'ai vu sur leur site web que justement, ils utilisaient cette découverte-là pour tenter d'avoir plus d'investissement. Exactement. Tu sais, eux, leur jeu, présentement, c'est d'essayer de faire, de valoriser le projet, comme je parlais tantôt, 15 ans, c'est une petite période, sur une plus longue période, donc plus de graphite qu'ils vont découvrir, plus que ça va être attirant. Donc, eux, c'est leur jeu. Et puis, juste pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, en photo aérienne, on voit le lac Doré, ici, avec le lac Simon en arrière, et puis on voit là des sentiers qui ont été par la minière en 2022, au moment où ils ont fait du forage. Alors, tous les endroits où ils sont allés faire du forage ici, ça pourrait devenir un trou à ciel ouvert de 300-400 mètres de profond. Fait que vous pouvez vous imaginer un peu l'histoire. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que tu me demandais comment qu'on en est venu à créer puis à bloquer le projet. Ben, ça a été action après action. Alors, nous, en 2022, on a décidé de faire valoir notre opposition et puis on est arrivé avec une campagne qui s'appelait la campagne Incompatible.
des pancartes. Et puis, on avait 22 municipalités. On a déployé 50 pancartes à l'été 2022. Alors, on avait pris des photos ces journées-là avec les gens des municipalités les plus concernées. Et puis, je peux dire que quand on rentre dans un village, là, puis il y a des pancartes là, tout partout en disant que la ville elle est incompatible avec l'activité minière, là, ça doit envoyer un message fort. Ça envoie un message fort. Les gens qui sont venus travailler à l'été 2022, ils avaient hâte de partir, parce qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas trop bienvenus. Et puis, les gens de la compagnie minière, quand ils viennent à Lac-des-Plages ou quoi que ce soit, ben ils sentent qu'ils ne sont pas trop accueillis. Fait que c'est sûr que ça frappe, puis ça fait connaître la cause aussi. J'imagine que ça fait peur aux investisseurs aussi. Ben, les investisseurs font leur travail. Depuis la campagne 2022, je peux vous dire que les insiders, on peut dire les gens qui sont à l'intérieur de la compagnie, qui ont des actions ou des options, dont les directeurs, etc., n'ont pas pu revendre aucune de leurs actions parce que depuis 2022, l'action ne fait que cesser de descendre malgré quelques investissements, puis on va en parler un peu plus tard. Mais ça vous donne un peu une idée que c'est sûr que les investisseurs sont un peu plus froids. Par contre, on va vous parler bientôt de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Et vous allez voir qu'il y avait des intentions. Alors, puis il y a eu des intentions. Alors, c'était une situation qui était très dangereuse quand même en 2022. Alors, nous, on a fait cette marche-là. Et puis, ce qui est arrivé à l'automne 2022, durant le débat des chefs aux élections provinciales. Vous pouvez voir dans le fond à l'écran ici sur la photo, qui est extraite d'une vidéo du débat des chefs, pris la carte des titres miniers, et puis il y avait une question au chef de parti, qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire par rapport au boom minier qui était en train de se développer au Québec, et puis cette carte-là, c'est nous qui l'avons produite. Les chefs sont prêts, les citoyens attendent des réponses, place au débat. Les claims miniers, ça a doublé au Québec et ça touche des milieux naturels, des milieux de villégiature, Lac-Simon, Lac-des-Plages, Outaouais, Laurentides. Les préfets vous demandent, M. Legault, disent « Faites un moratoire, il n'y a pas d'acceptabilité sociale partout. » Il y a effectivement des milieux où il y a de l'acceptabilité sociale, puis il y a des milieux où il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Quand il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas d'exploitation. Donc, c'est clair, on va exploiter là où le milieu est d'accord pour qu'on travaille dans certaines mines. Alors, on a produit cette carte-là, on l'a déployée dans les journaux et puis tout ça dans les médias, et puis elle s'est ramassée au débat des chefs. Alors, pas besoin de vous dire à ce moment-là que notre dossier avait pris de l'ampleur puis était rendu au niveau national. Alors, on était très contents de cette grande surprise parce qu'on n'avait pas été prévenu que ça allait se passer, là. Ah oui, fait que vous avez passé de association de lacs à municipalité, puis ensuite de rendre tout ça un enjeu au niveau provincial. Ben, les municipalités, à ce moment-là, n'étaient pas encore impliquées. Puis, à ce moment-là, c'était tout nouveau. Fait que les élus étaient pris de course avec. Là, c'est là que l'Union des municipalités du Québec, c'est comme un peu mis en branle avec un comité sur les mines. Et puis, on a fait un forum à Gatineau en janvier 2023. Discuter justement du développement harmonieux sur les mines dans la province de Québec. Parce que là, il y avait un peu, à cause de la croissance des claims, une crainte des municipalités à savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça, là, tu sais. Et puis, à ce moment-là, nous, en parallèle, on avait recruté plusieurs lacs parce que nous, non seulement le regroupement de la protection des lacs de la Petite Nation faisait son travail localement, mais aussi commençait à étendre ses pattes pour faire connaître la cause à l'extérieur de l'Outaouais. Alors là, au mois de janvier 2023, nous avions recruté 75 associations de lacs. Et puis, on a formé la coalition et puis on a été invité au forum de Gatineau. Et puis, au forum de Gatineau, la ministre Vézina, elle a été invitée à parler et puis c'est là qu'elle avait annoncé que le gouvernement du Québec, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, allait faire une consultation publique au printemps. Et c'est là que la coalition a déposé plus de 25 mémoires sur les 100 qui ont été déposées et publiées. À savoir, qu'on avait des demandes précises pour que le gouvernement puisse considérer des changements dans la loi sur les mines.
Alors là, on a fourni un ensemble de munitions. On a travaillé avec d'autres organismes, entre autres Au Secours, Québec Meilleure Mine, SNAP Québec et j'en passe. Et puis pour se coaliser, si vous voulez, pour faire des demandes qui étaient aussi semblables, mais différentes dans certains cas, plus techniques dans d'autres. Alors, on a travaillé quand même pas mal fort à faire des mémoires. Et puis, les associations de l'acte local aussi du regroupement avaient déposé des propres mémoires, ainsi que les municipalités de notre région. Alors, à ce moment-là, il y a 5 municipalités qui ont dit on va déposer un mémoire, nous aussi, dans ces consultations-là. Et puis, c'était les municipalités du Duhamel, Lac-des-Plages, Saint-Émile, et puis Chenneville et Lac-Simon. Alors, les consultations publiques, c'était une occasion de rallier justement les opposants là, contre le projet, puis de s'engager dans le processus formel aussi. Ben, c'était une occasion c'était, on va dire, un autre point de vue, un autre angle qui était plus un angle législatif. Alors là, on savait que le développement, les titres miniers, les compagnies minières pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient un coup qu'ils avaient acquis des titres, de commencer à faire de l'exploration, de l'exploitation, sans que la population ait vraiment un gros mot à dire. Oui, peut-être, mais pas tant. Et puis qu'éventuellement, il y aurait peut-être un BAP, et puis éventuellement, il y aurait une décision du cabinet du ministre. Chose qui est encore pareille aujourd'hui, malgré que le projet de loi institue des nouvelles normes, des nouvelles règles qui font que les choses ont changé, dans certains cas pour le meilleur, par rapport aux terres privées. Mais chose qui est très contestée, par contre, aujourd'hui par les associations minières, surtout en Abitibi. Il y a des choses qui sont faites qui ont été positives, mais il reste que des antipodes présentement dans la province de Québec par rapport aux mines. C'est qu'il y a des régions qui sont vraiment orientées économiquement vers les mines, comme l'Abitibi ou la Côte-Nord, par exemple. Mais il y en a d'autres régions qui sont à l'opposé complètement, comme les régions du sud du Québec. Alors ça, c'est ce que ça a révélé, ces consultations-là. Et puis le projet de loi essaie de s'adapter, puis il n'est pas encore, je dirais, capable de s'adapter aux situations régionales présentement dans la forme dans laquelle il a été proposé. Et puis, je peux en parler un petit peu plus à la fin, si vous voulez, là, pour revenir à ces consultations-là. Mais c'était un début du gouvernement d'avoir une bonne intention de vouloir changer la loi. Alors, on était très contents, nous aussi, de pouvoir offrir nos options. Et puis, notre mobilisation localement a continué. Et puis, à l'été 2023, après les consultations, on a fait une marche de solidarité à Lac-des-Plages. On était 500 personnes. Pas besoin de vous dire qu'à Lac-des-Plages, 500 personnes dans la rue, c'est du jamais vu. Ouais. Et puis, on avait nos pancartes de toutes les régions ici, comme vous pouvez voir, qui sont autour du projet principalement. Alors, on était très, très, très enthousiasmés de la réponse de la population à cet événement-là. Et puis, pas besoin de vous dire que, puis on a aussi construit une carte à l'été 2023 qui était cette carte-ci, qui expliquait que s'il y avait un projet minier, puis ici, c'est la carte de Saint-Michel-des-Saints en jaune en plein milieu, on voit que le Nouveau Monde Graphite, c'était les titres originaux. Et puis qu'après que le gouvernement a donné un octroi d'exploitation, ben on a eu droit à une augmentation des titres autour de Saint-Michel-des-Saints, et puis c'est devenu tout en rouge autour, aussi grand que le Parc national de Mont-Tremblant. Alors là, on dit aux gens, ben si on offre une mine à Lac-des-Plages, ben attendez-vous à ce que la petite nation devienne comme la Matawini, en fait. Et puis, on va avoir encore plus de difficultés à gérer la situation. Fait que ça a sorti aussi à l'été 2023. Et puis, durant l'automne, on a eu une nouvelle qui était quand même une très bonne nouvelle, que les 5 municipalités qui étaient concernées, qui avaient déposé un mémoire, ont créé une alliance là, qui s'appelle l'Alliance des municipalités de la Petite Nation Nord. Et puis que leur but, eux, c'était d'informer ouvertement et objectivement la population au sujet du projet et puis de faire une consultation référendaire. Alors ça, c'était le but. Il y avait 3 sessions publiques à l'été 2024 qui ont eu lieu.
Mais on pourra en parler un petit peu plus en détail après. Mais dis-moi, le côté référendaire m'intéresse. C'est en vertu de quelle loi qu'il avait proposé ce référendum-là? Bon, c'est intéressant parce que ce que tu poses comme question, Alex, c'est que un référendum, normalement, va se tenir dans le cadre de la loi sur les élections et les référendums, la loi provinciale du Québec. Mais si tu tiens un référendum dans une municipalité, il faut que ce soit sur une question d'ordre municipal. Étant donné que le projet minier est sur les terres publiques, OK, les municipalités, techniquement, légalement, ne peuvent pas tenir un référendum qui se tient par la loi, admettons, pour changer le zonage d'une région dans une municipalité de touristique industrielle, par exemple. Alors ici, c'est sur les terres publiques. Alors, on a décidé, avec les municipalités, on a décidé plutôt que ce serait une consultation référendaire, non pas utiliser le terme référendum, mais que les termes, la façon dont ça se ferait, ça l'utiliserait l'approche d'un référendum avec un vote, admettons, par résidence secondaire et puis un vote par résident permanent. Et puis que ça aurait lieu au mois de novembre 2025 durant les prochaines élections municipales pour obtenir le plus de présence et de participation possible, étant donné que les gens sont déjà appelés à aller aux élections. Alors, et puis aussi, pour réduire les coûts, vous allez comprendre qu'un référendum peut coûter très cher. Alors, en faisant ça en même temps que les élections municipales, il y a une économie d'échelle à faire là-dessus. Alors, ça aussi, c'est un autre objectif. Et puis, ils ont invité la minière à participer aux consultations publiques. Et puis, après la première séance, la minière s'est désistée pour les 2 dernières séances. Ils n'ont pas apprécié leur expérience. Non, ils n'ont pas très apprécié leur expérience. Je vous dirais que sur les gens qui se sont présentés, on pouvait sentir les émotions de la population. Et puis, on pouvait aussi sentir que la minière n'avait pas beaucoup de réponses aux questions des citoyens. Et puis, on disait, on va faire des études plus approfondies. Ouais. On a l'étude de préfaisabilité qui s'en vient. Là, on est à la recherche de financement pour pouvoir compléter cette étude-là. Puis on va vous revenir sur ces questions-là. Alors, eux, ce sont j'ai été dans quelques consultations publiques pour quelques projets différents, mais généralement, les minières n'aiment pas être obligés à répondre aux questions devant la foule. Tu sais, dans beaucoup d'endroits, ils essaient de regrouper les gens en plus petits groupes, les répondre un à un. Est-ce que vous avez vécu la même chose? Ben nous, au début, ils nous sont arrivés puis ils nous ont dit non. En fait, pour les municipalités, on va faire des sessions publiques. Puis on dit on aimerait ça faire un petit groupe. Finalement, les municipalités leur ont dit ça va se faire comme ça. Ils ont comme pas le choix. Ouais. Ils ont comme pas le choix. Mais après, suite à 1 ou 2 sessions, il y a une municipalité dans la région qui fait pas partie de l'Alliance. Puis eux voulaient faire une petite session, puis la minière est venue faire la session à Namur, entre autres, et puis on a entendu parler que c'était une très pauvre session, que les gens ne pouvaient pas converser facilement en français, et que les questions posées étaient souvent répondues en anglais en premier lieu et traduites en deuxième lieu par une personne qui savait traduire, mais qui n'était pas capable de traduire l'entièreté de la question, de la réponse. On a eu des gens qui ont sacré pendant la session, étant donné que c'était une session frustrante. Alors, l'expérience a vraiment été très, très pauvre. Et puis, la présidente ne s'est pas pointée, seulement que 2 de ses délégués. Et puis, la femme qui s'occupait des relations avec les communautés, une dame de Sainte-Agathe qui venait de Sayona Mining, s'était fait reléguer au sein de conseillère stratégique de son poste de Chief Sustainability Officer. Alors, je pense que la minière n'a pas vraiment vécu un bel été. Et puis, je pense que ça aussi, ça a été à notre avantage. Puis ça s'est soldé par le fait qu'aussi les gens d'affaires de notre région se sont regroupés et puis ont soulevé 115 signatures d'entrepreneurs qui s'opposaient au projet minier qui a été présenté publiquement au mois de septembre, le 15, à la dernière session de Saint-Émile. Et puis le lendemain, c'est là qu'on a vu la déclaration du ministre Lacombe et de la ministre Vézina que Québec ne supporterait pas le projet financièrement ni Investissement Québec.
Alors, Ouais, ça c'est le gros coup de victoire, là. Ça, c'est le gros kaboom que lorsque c'est arrivé, nous, on s'est dit, et puis la minière s'est revirée pour dire, ben nous, on continue notre projet quand même, malgré tout. Et puis, depuis ce temps-là, ça reste assez silencieux. On n'entend pas trop parler de la minière, je peux vous dire. Alors là, nous, on continue notre route. Et puis, juste pour vous dire... qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que on a participé à la commission parlementaire sur le projet de loi 63 de la révision de la loi sur les mines. Et puis, on a écrit un mémoire. Le mémoire est disponible sur le site de la coalition Claim. Et puis, on a fait des demandes qui, à notre avis, résoudraient les antipodes qui sont en présence présentement par rapport au projet de loi sur les mines, et puis on essaie de travailler fort pour convaincre le ministre et la commission d'absorber certaines de ces recommandations dans le projet de loi. Et c'est notre prochaine bataille. Et puis, évidemment, l'année prochaine, on va se préparer pour le référendum, la consultation. Évidemment. OK. Fait que la consultation, elle va de l'avant quand même. Oui, la consultation va de l'avant quand même, étant donné que, pour l'instant, la loi sur les mines ne permet pas au gouvernement ni à la ministre, présentement, d'arrêter le projet officiellement. OK. Alors, quand il y a des choses qui sont proposées, qui pourraient peut-être lui donner ces droits-là, et puis nous, on aimerait ça qu'on puisse aller vers ça et non pas vivre le calvaire avec la minière pour encore 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'ils passent à travers leurs études, qu'ils proposent un projet de loi, qu'on fasse un BAP, etc., etc. Gros gaspillage d'énergie. Le ministre Lacombe, le ministre de la CAQ responsable pour l'Outaouais, il a annoncé qu'ils vont couper le financement. Et je pense que dans sa déclaration, il a dit que la compagnie minière a dit être incapable de poursuivre le centre de financement public. Et donc, selon lui, couper le financement, c'est comme annuler le projet au complet. Mais en même temps, là, la minière, là, elle veut pas dire oui, on est fini, on ferme notre shop. J'imagine son côté en bourse. Ça doit être quand même difficile pour eux de juste se revirer de bord d'une journée à l'autre, dire ah désolé, là, le gouvernement veut pas le projet, on va l'annuler. C'est-tu peut-être pour satisfaire les investisseurs que et continuer à faire durer le flou? Écoutez, moi, je pense que c'est sûr que le fait que le gouvernement ait annoncé les coupures de financement, chose qu'avec le ministre Fitzgibbon auparavant, elle va peut-être arriver. Là. On a des doutes que Fitzgibbon avait financé avec Investissement Québec ce projet-là. On a des doutes là-dessus. Mais là, pour l'instant, ce projet-là, sans financement du gouvernement ou d'Investissement Québec, peu importe, à moins que la minière trouve un financier qui va mettre 50 millions de dollars pour partir de cette mine-là, mais c'est un gros pari risqué, ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis, pour arriver au bout de la ligne, passer à travers un BAP, etc., puis se ramasser au cabinet du ministre, puis M. Lacombe va dire, je vous avais dit qu'on n'offrait pas de projet. Ouais. Vous avez dépensé votre argent pour rien. Comprenez-vous? Fait que c'est ça qui est la situation. Puis, techniquement, M. Lacombe l'a dit, le projet, techniquement, il peut pas l'arrêter de par les lois. C'est l'enjeu, c'est un enjeu qui devient plus légal. J'imagine que la demande de permis n'est pas faite parce que c'est encore en étude, fait qu'ils n'ont pas un permis qu'ils peuvent refuser, puis ils peuvent pas prendre un décret pour annuler un projet qui n'a pas été soumis. Les permis sont pas alloués. C'est sûr que la minière pourrait faire plus d'exploration à impact, des choses comme ça. Il n'y a rien qui les empêcherait de le faire. Un décret, tout est possible. Mais je pense pas que le gouvernement ait décidé de prendre cette route-là pour l'instant. C'est vraiment la route du projet de loi. Et puis la route de est-ce que ça va mourir tranquillement? Mais c'est pas pour nous, c'est pas suffisant. Alors, il y a d'autres choses qui s'en viennent de notre côté. Il y a le projet de loi sur lequel on a des attentes. Il reste du temps encore, 1 an, 2 ans, pour dénouer la situation complètement, je pense. On a espérance que les titres vont être retirés un jour. C'est pour ça qu'on se bat. Ces propositions de mine-là, c'est que dès que l'exploration elle est faite, puis ils savent qu'il y a un gisement à cet endroit-là, même s'il n'y a aucune activité, dans 50 ans, l'exploration elle reste faite. Là,
ils peuvent toujours venir revivre sous un autre gouvernement, sous d'autres circonstances. Ça arrive souvent qu'une mine est exploitée, puis là, oups, on la ferme parce que, bon, les conditions économiques, les cycles économiques, les métaux, l'utilisation mondiale, etc., font que, bon, on n'est pas en position d'exploiter, ça sert à rien. Puis comme vous dites, ça revient. Ça, c'est quand il y a un gisement, il y a un gisement. Mais nous, ce qu'on dit, c'est tant qu'il va y avoir des titres, il y aura un risque. Nous, ce qu'on veut viser, c'est de faire retirer les titres. À ce moment-là, on sait qu'il y a plus de demandes possibles pour exploiter ou explorer cette région-là. Et puis, on est protégé. Les gens peuvent dormir tranquilles. Alors, parce que justement, ça serait incompatible avec l'activité minière. Exactement. Ouais. Je trouve que le terme est bien choisi. C'était suite à des changements de la loi qui ont été faits par le gouvernement péquiste dans les années 2012-13, là, qui avait déterminé que dans les règles, il y avait des territoires incompatibles avec l'activité minière des tiers, mais c'était très restrictif et c'est là que aussi la crise est née un petit peu parce que les MRC soumettaient des plans d'aménagement, faisaient des demandes pour dire, j'aimerais ça protéger ce coin-là, mais là, le gouvernement disait, non, la règle te permet pas. Fait que là, il y avait des conflits aussi entre les MRC et puis le gouvernement, puis en même temps, la loi, c'est une loi, les règles sont mur à mur. Alors, on peut pas, dans le contexte minier, faire des règles mur à mur qui s'appliquent parfaitement partout dans une province comme la province de Québec. Alors, il faut commencer à penser régionalement. Alors, pour être capable d'adapter ces règles-là selon les besoins des visions régionales, les visions de développement régional. Ici, le développement minier, c'est méconnu. Ça fait même pas partie du jargon, du vocabulaire. Déjà qu'une mine à Saint-Michel-des-Saints, près du parc du Mont-Tremblant, une grande mine à ciel ouvert de graphite, qui va être la plus grande mine en Amérique du Nord de graphite, c'est déjà beaucoup. Imaginez-vous, présentement, on parle de minerais comme un autre minerai critique à Charlevoix, près du parc des Grands Jardins, où le gouvernement vient d'autoriser de l'exploration à impact, et puis où la mairesse de Saint-Urbain dit, on avait un projet de faire protéger le territoire par l'UNESCO. Ça marche plus. Alors, on n'est pas les seuls. Comme vous disiez tantôt, pas dans ma cour. La cour, elle commence à être très grande. Elle s'étend dans le sud du Québec facilement. On a des gens des lacs qui viennent de la Mauricie, même de Québec, la Naudière, la Mauricie, l'Estrie, même les Laurentides, plusieurs, les Hautes-Laurentides. Là, on a des gens partout qui sont inquiets. C'est comme un mauvais voisin. Tu demeures dans un quartier résidentiel et puis il y a un mauvais voisin qui s'installe à côté de chez toi. Ouais, puis des gens qui ont vécu ça avec les gaz de schiste, entre autres, là. Les gaz de schiste ou même un chien errant qui vient dans ta cour pour japper sans que tu lui aies demandé ou lui aies donné une permission. C'est la même chose. Les gens disent pas dans ma cour. Je m'excuse, mais on a des règlements dans les villes. Alors pourquoi qu'on n'aurait pas des règlements dans les régions éloignées où le respect des usages présents non pas tassés, mis de côté, là. Fait que c'est un peu ça que la loi sur les mines permet aux minières de faire, tu sais. Puis, j'aimerais te demander, parce qu'évidemment, là, tu sais, c'est un projet avec beaucoup d'argent à faire derrière ça. Puis, on a vu dans une municipalité à proximité, là, Grenville-sur-le-Rouge, la ville a interdit un projet de mine de graphite, justement. Puis, ils se sont fait poursuivis pour, je crois, 92 millions là, par la minière. Y a-tu eu des tentatives d'intimidation comme ça dans ce dossier-là? Pour l'instant, la plus grosse intimidation qu'on a reçue, c'est l'investissement du gouvernement fédéral, du ministère des Ressources naturelles et puis de la Défense américaine. Mais on n'a pas eu de menace légale encore, mais on voit que cette menace-là est quand même très significative. Au mois de juin 2024, on l'a appris cette année, mais ce qu'on a appris aussi, c'est que la défense avait une intention, et puis ça apparaît sur le site web, puis le micro va le démentir à chaque fois, là. Mais je peux vous le montrer si vous me donnez une seconde, là. Puis ça, c'est quelque chose qui est apparu sur le site web de la défense américaine. Alors ici, on dit pour le micro,
on a une subvention avec un financement du gouvernement canadien qui va permettre à la compagnie d'avancer le projet La Loutre de graphite naturel comme un fournisseur de graphite de haute qualité pour des applications de la défense. Alors, quand on a appris ça, on s'est dit, hey, ça, c'est une menace, mais nous, en plus de nous avoir promis que c'était pour la transition énergétique. Oui, je pense qu'ils ont même nommé la fosse du véhicule électrique. Là, je me souviens la bien. fosse des batteries puis la fosse du véhicule électrique, mais ça date, exactement, mais là, ils nous arrivent, puis le micro nous ont carrément nié que c'était pour la défense américaine qui avait reçu de l'argent, mais c'est clairement écrit sur le site web de la Défense nationale américaine. Fait alors, c'est quoi l'utilisation militaire du graphite? OK, juste rapidement, faites nos recherches, nous aussi, quand on a vu ça. Ce que vous pouvez voir ici sur cette charte-là, c'est qu'ici, c'est la chaîne de minerais qui sont utilisés dans les applications militaires, OK? Et puis les risques associés à cette chaîne-là. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, certains minerais sont en très basse réserve pour pouvoir construire des applications militaires. Alors là, c'est une charte qui vient du Centre stratégique des études stratégiques de Hague, qui est un centre très reconnu de recherche. Et puis si on regarde le graphite à gauche, là, en rouge, mais on peut le voir pour les avions de chasse, par exemple. On peut le voir pour les sous-marins. On peut le voir pour les bateaux. On peut le voir pour l'artillerie. On peut le voir pour les munitions. Alors, les paquet de choses qu'on n'a pas besoin. C'est ce que nous, on dit, c'est est-ce que notre région va devenir une région de minerais critique pour l'armement? Excusez-nous, c'est pas vraiment notre mentalité, et puis ça prend un débat national. C'est pas une décision qu'un ministre peut prendre à Ottawa d'investir de l'argent là-dedans puis dire, parfait, les États-Unis vont embarquer, vont garocher de l'argent, puis ça va être utilisé pour la défense nationale sans avoir parlé à personne. Que ça se ramasse dans la bande de Gaza, là, à tuer des civils, puis... Bande de Gaza ou autre, ça peut se ramasser n'importe où. Écoutez, nous, en plus, ça a été très choquant, puis le micro l'a jamais admis, on a voulu nier ce point-là depuis le début. Alors, nous, on a dit, on vous croit pas. La conversation a fini là. On a été très, très, très frustrés de voir que la compagnie... C'est comme on dirait qu'ils font ces déclarations-là à propos de la défense pour séduire les investisseurs, mais ensuite, quand vient le temps de parler avec les citoyens, là, ils cherchent l'acceptabilité sociale, fait qu'ils n'osent plus admettre. La minière dit que les sessions qui ont tenues étaient très constructives, qu'ils ont entendu le feedback. Les minières, c'est comme une poêle Tefal, tu leur garoches n'importe quoi puis ça glisse à l'intérieur. Ils ont un discours qui, selon moi, est pas vrai. Et puis, ils entretiennent ce discours-là. Même que quand ils sont venus à Duhamel, la première session, on leur a fait noter que dans une vidéo qu'ils avaient fait pour les investisseurs, qui avait noté que nos régions avaient besoin de revitalisation. Alors qu'on leur a fait dire, vous viendrez vous acheter un chalet sur le bord du lac Simon, on va voir si on a vraiment besoin de revitalisation pour notre région. Ils ont le discours qu'ils veulent donner aux investisseurs, ils disent aux investisseurs ce qu'ils veulent entendre. Alors, il y a quand même, nous, on est très douteux de cette posture-là, de la minière, mais c'est commun de ces compagnies-là de présenter leur projet de cette façon-là, sans vraiment dire totalement la vérité qu'il n'y a pas d'acceptation pour ce projet-là. Mais là, avec une déclaration d'un ministre, ça fera faire une petite différence, on pense, là. Même une très grande différence. Ça devrait, là. On a eu quand même une belle surprise, puis on a été très fiers de notre ministre de l'Outaouais qui a enfin pris une décision qu'on attendait, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. On peut donner le crédit pour ça quand c'est dû. Exactement. Super. Parce qu'on l'a rencontré à quelques reprises, on l'a signifié, mais ça a pris un certain temps, mais la réflexion a été faite, on est très content. Ouais. Puis est-ce que vous avez organisé une grande fête pour fêter ça? On a fait une petite célébration, oui. On a fait une petite célébration.
Ouais. Pour Ouais, bien fêter ça. mérité, là. Ouais, on a travaillé fort, beaucoup de gens étaient impliqués, puis on continue, les gens sont conscients, et puis on a d'autres projets. Alors, on n'a pas fini, et puis Ouais, quels sont d'autres projets? Pour l'instant, on peut faire attention à les nommer, nos projets. Ça va sortir prochainement, publiquement. Alors, vous pouvez nous suivre là, attentivement pour ça. OK. Ça a des projets intéressants. Je peux vous le dire tout de suite. On a un grand leadership dans notre région. On est content des gens qui sont impliqués, puis ça va donner des résultats, on est convaincus. D'ailleurs, on est en train de devenir un modèle. Là. Les jeunes du Nouveau-Brunswick nous appellent là, cette semaine pour savoir qu'est-ce qu'on a fait. Il y a des gens au Nouveau-Brunswick qui sont pris avec des projets là-bas aussi. Là. Alors, je ne sais pas si on veut devenir national, là, mais on a quand même fait un bon bout de chemin. Là. C'est le but aussi de faire cette vidéo, c'est de partager justement votre expérience, puis comment vous avez réussi à faire cette victoire-là et comment d'autres gens peuvent faire, parce que je sais que il y a du monde un peu partout là, qui font face à des enjeux miniers. Ça peut être grand là, quand on apprend ça pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait et tout. Mais j'imagine que dans votre région maintenant, vu que c'est tous les opposants de la mine, vous connaissez, là, donc si jamais il y aurait un futur projet néfaste, les réseaux sont déjà faits, vous êtes prêts à vous mobiliser quand il le faut? Dans notre région, on s'attend, dans la MRC de Papineau tout au moins, on s'attend pas à d'autres choses, malgré qu'il y a des titres miniers qui appartiennent à une autre compagnie d'exploration, là, près d'un lac, plus au sud, près de Ripon. Mais il y a des gens qui viennent de la région administrative de l'Outaouais, notamment près de l'eau Québec, qui sont aux prises aussi avec de l'exploration sur des terres privées. On sait que des gens qui sont très préoccupés là-bas, en fait, des gens que je connaissais personnellement qui ont une terre et puis dont la terre est clémée par une minière. Alors, c'est très stressant une situation comme ça. Alors, on sait que ça, c'est dans les régions administratives de l'Outaouais. Puis il y a quand même beaucoup de titres dans la région administrative de l'Outaouais. Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous posent des questions. Mais les gens sont à différents stades dans le dossier. Nous, on peut dire qu'on est comme très avancé. On a quand même été très stratégique, puis grâce à l'implication de Louis là, Saint-Hilaire, là, le porte-parole de la coalition, porte-parole du regroupement, qui met beaucoup d'énergie, et puis Louis a eu beaucoup d'aide autour, avec moi, avec d'autres personnes, d'autres sous-groupes. Et puis les citoyens ont bien participé, mais je vais vous dire que c'est du gros travail. Si Louis et moi et d'autres personnes, quelques autres personnes clés, ne mettaient pas autant de temps, la situation serait très différente. Ouais, il y aurait peut-être une mine en construction, puis... ça avancerait peut-être contre notre gré, puis les gens seraient vraiment incapables de... Mais c'est dommage que des gens comme nous se ramassent dans une situation comme ça où ils doivent investir beaucoup de temps pour se battre. C'est très dommage parce que c'est pas du temps où on est payé, tandis que l'Association minière du Québec, l'Association de l'exploration minière au Québec, les gens au gouvernement, quoi que ce soit, ils ont des salaires qui rentrent les minières. Les gens sont payés à plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est une région qui est déjà appauvrie. Il y a peut-être moins de chances justement d'avoir des gens qui peuvent aller sur le bénévolat puis exercer un leadership pour arrêter ce genre de projet. Hein? C'est ça, puis appauvri ou pas, même les gens qui sont souvent impliqués présentement, c'est souvent des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont le temps de leur côté, les gens à la retraite. Ou je vais vous dire que c'est quand même un travail de toute haleine que d'aller chercher de l'aide, d'avoir des gens qui peuvent te donner un petit coup de main, soi-disant pour vendre des pancartes, des t-shirts ou d'organiser un événement comme une marche, là. C'est souvent les mêmes qui se retrouvent à tout faire, là, tu sais. Mais la participation est là quand même. Vous avez vu les marches, etc., des sessions publiques. Quand même exceptionnel. 900 personnes cet été aux sessions publiques, plus 300 personnes qui sont venues visionner le film Malartic. Ça a été le plus gros visionnement de ce film-là dans la province de Québec, à part l'ouverture à Montréal, dans le centre-ville. Mais c'est sûr de se battre contre Montréal pour un film. Là, mais c'est juste après ces consultations publiques qui ont rallié tellement de gens qu'ils ont annoncé justement la fin de la subvention provinciale. Après la dernière séance, le lendemain.
C'est à la déclaration des hommes d'affaires, des femmes d'affaires de Papineau. Ça s'est fait le lendemain. Ah, c'est ça. Alors, le gouvernement a eu une vision, beaucoup d'argent qui se dépense présentement dans le Québec pour ça. Par contre, les tactiques d'implémentation ont peut-être pas été tellement réfléchies, puis ça a donné une cacophonie là, intense au point de vue du développement minier. Puis là, c'est un petit peu la folie là, d'essayer de réorganiser ça puis de mettre ça sur une bonne voie. Est-ce que c'est une bonne chose, les véhicules électriques? Peut-être. Le faire au bon endroit aussi. Sûrement. Fait que ça a ses impacts, ça a ses conséquences. Ça a certainement des impacts. Tu sais, je veux dire, si cette mine-là aurait été de l'avant pour justement la fosse là, des véhicules électriques, la fosse des batteries et tout, peut-être que les émissions de GES auraient été réduites un peu, mais l'impact sur le sol, sur l'eau de surface, sur la qualité de vie, sur la santé des gens, elle n'est pas négligeable. Puis en Amérique du Nord, l'émission de gaz à effet de serre, 70 à 80%, j'oublie le chiffre exact, c'est produit par notre consommation de pétrole et de gaz naturel. Et puis pour les secteurs qui utilisent le pétrole, le gaz naturel, le plus grand secteur, c'est 50 à 60%, c'est la production d'électricité de chaleur. La chaleur, on parle du chauffage, l'air climatisé, j'imagine, plus l'électricité. Donc, en Amérique du Nord, à l'exception du Québec, on produit beaucoup d'électricité à partir du gaz naturel et puis à partir du pétrole. Alors là, on convertit ces combustibles fossiles-là en énergie électrique. 60%. Et puis 25% des gaz à effet de serre sont émis par un deuxième secteur en importance qui est le secteur des transports. Alors, si on remplace 25% des transports, l'émission de gaz à effet de serre à combustible, par 25% de véhicules électriques, on va augmenter notre pourcentage de consommation de gaz naturel et de pétrole pour produire l'électricité, à moins qu'on change nos façons de produire. Au Québec, on envisage de le faire avec des éoliennes, d'autres barrages. Oui, d'autres barrages, mais les barrages aussi, ils ont des impacts importants sur l'environnement. Puis, sur les avoir visité des communautés qui ont été inondées, c'est pas négligeable. En plus, c'est que les barrages, on a déjà construit tous les barrages faciles. Là. Fait que là, ceux qui restent à construire là, sont encore plus loin, encore moins rentables que ceux qu'on a déjà faits. Fait que, tu sais, quand Legault dit... ça présente un lot de défis. Les éoliennes, la même chose, mais aussi on parle beaucoup du nucléaire ces temps-ci, qui est peut-être une option qui a de l'allure, tu sais, pour remplacer, mais on se ramasse avec des déchets nucléaires, puis là, on parle de faire un site d'enfouissement sur la rivière des Outaouais. Exact. Et les Autochtones de ce coin-là sont pas trop contents. Qu'est-ce qui va arriver s'il y a un incident quelconque grave avec les déchets nucléaires? Fait qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de courses partout. Ça va à gauche, à droite, partout. Puis là, les compagnies s'aperçoivent, on va désinvestir du véhicule électrique pour se retourner vers des véhicules plus efficaces, hybrides, blablabla. On voit ça en Europe notamment. Puis les désinvestissements des grandes entreprises manufacturières d'automobiles, des compagnies comme Northvolt. D'ailleurs, Northvolt, est-ce que ça aurait pu avoir un impact là, sur la décision du gouvernement, à ton avis? Nous, non, parce que c'est un peu orthogonal comme technologie. Là. Northvolt n'allait pas produire des anodes pour les véhicules électriques. Le graphite, c'est utilisé dans les anodes seulement. Et puis, pour ce qui est des usines qui fabriquent des anodes présentement au Canada, ce que je sache, je pense pas qu'il y ait d'usine de planifier. Par contre, Bécancour avec Saint-Michel-des-Saints, Nouveau-Monde Graphite, vont faire une usine de raffinage du graphite pour les préparer pour que ça soit utilisé pour construire des anodes. Mais ces matériaux-là raffinés, parce que dans un deuxième stage de raffinement, les matériaux auraient été expédiés aux États-Unis pour construire des anodes. Partout. Okay. Alors ça, c'était le plan de Saint-Michel-des-Saints après 125 millions de dollars canadiens d'investissement à Québec du gouvernement du Québec, plus un autre 250 millions autour de Panasonic, Mitsui, puis une ou deux autres compagnies, Darlinghurst. Alors, la majorité des actionnaires présentement dans le Nouveau Monde Graphite ne vient plus du pays. C'est une compagnie qui est contrôlée par des actionnaires externes maintenant, avec des investissements québécois pour la partir. Alors, voici, on voit un peu l'histoire.
Je pense que sur 22 mines en opération au Québec, il y en a 2 ou 3 qui sont opérés par des minières québécoises. Le reste sont opérés par des minières extérieures, soit canadiennes ou étrangères. Alors, on parle de mines, oui, on donne des jobs, oui, on fait ci, on fait ça. On parle d'un PIB de 12 milliards au Québec, là, chose que j'ai pas vérifiée. Là. Je suis curieux de comprendre le PIB là, du domaine minier, mais on parle de 12 milliards. Ça, j'aimerais ça le vérifier un petit peu plus, là. C'est sûr que ça a un apport économique important, là, mais c'est ça. On extrait ici, puis les capitaux vont à l'étranger. Ça donne des jobs. Combien? Oui, plusieurs. Ouais. Mais il n'y a pas une pénurie de main-d'œuvre, justement. On a de la misère avec la main-d'œuvre. L'équation, moi, je la comprends pas encore, puis je pense pas qu'il y a quelqu'un qui me l'explique encore non plus, là. Je pense que même des programmes des Nations Unies qui disent que les gens peuvent réduire 70% des gaz à effet de serre en prenant 7 actions globales. Puis on parle d'actions comme consommer local, augmenter le transport collectif. Puis il y en a 6 ou 7 comme ça. Je me souviens pas tous de les actions qu'ils recommandent. Mais c'est des actions qui disent que plus efficace que la transition des véhicules électriques, parce que ça va contribuer peut-être à 5 à 10% de la réduction des gaz à effet de serre au total. Ouais, c'est ça, avec en plus les conséquences qui viennent avec. Les conséquences environnementales. Ouais. Alors, est-ce que, au point de vue net, bon, on peut dire, est-ce qu'on consomme plus de pétrole? Pas nécessairement, parce que le transport collectif fait partie des actions. Alors là, on a réduit la consommation, mais écoutez, c'est un peu... Je pense que les gens sont... Mais il y a quelques ministres qui ont réalisé à un moment donné qui ont dit que ça prendrait moins de véhicules sur les routes au Québec. On a entendu. Ouais, mais il a démissionné pas longtemps après. Il a démissionné, juste 2 semaines avant que la désinvolture de Northvolt arrive. Pourquoi? Ben, il y a des bonnes raisons. On peut imaginer, mais on les a pas tous le transport connus. en commun, en plus. Exact. Ben, ils ont eu beaucoup de discussions. Le vent change un petit peu, mais pas beaucoup, mais ça change, mais c'est pas assez rapide, je pense, mais il y a des réalités, un peu comme le système de santé québécois, là. On a d'autres sortes de réalités aussi, des difficultés. On nous promet des solutions, mais on va attendre les résultats. Tu sais, quand les résultats vont être là, on va pouvoir en parler, tu sais. Ouais. Écoute, Claude, je te remercie beaucoup pour ton implication et je remercie tous les citoyens de la place qui sont opposés à ce projet-là, parce qu'évidemment, c'est un effort d'équipe. Puis, c'est bien de voir que vous avez réussi non seulement à protéger votre point, mais aussi à rendre ça un peu moins attrayant d'investir dans ce genre de mine au Québec. Vous avez démontré que l'acceptabilité sociale, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis juste parce qu'on vient dépenser de l'argent à construire une mine. Donc, écoute, je vous remercie beaucoup pour ça. Puis, on va continuer à suivre le dossier. Si jamais des gens de votre région voudraient suivre vos démarches, par où ils peuvent trouver l'information? On a 2 sites Internet, protectionpetitenation.com, puis Coalition Claim, QLAIM.com, et puis on a nos sites Facebook du même nom, Regroupement de la protection des lacs de la Petite Nation et Coalition Claim. Alors, c'est les meilleurs endroits. Et puis, souvent, on met à jour les nouvelles sur ces sites-là. Les mémoires sont là, les bulletins sont là. Il y a beaucoup d'informations sur le projet minier La Loutre. Et puis, dans les journaux, vous allez voir que on apparaît pratiquement aux semaines ou aux 2 semaines, en suivant Le Droit, le Journal de Montréal, Le Devoir, le Journal La Presse, même que la presse canadienne a fait 2 ou 3 articles sur notre bataille. Et on est partout pas mal. Les gens qui sont aux prises avec les projets miniers ces temps-ci nous suivent beaucoup, je crois, partout. Pas comme Northvolt encore, là, mais on aimerait ça l'être, mais mais Northvolt, c'est un petit peu plus, en tout cas, le gouvernement s'est trempé encore plus, alors c'est plus difficile, alors on comprend que c'est difficile pour eux de gérer la situation avec les millions qu'ils ont promis, mais ici, thank God, comme on dit, il n'y a pas de millions qui ont été promis, alors la situation... Tant mieux. Ouais, tant mieux. La situation est peut-être un peu plus facile à gérer pour eux, pour l'instant, puis il faut continuer, il faut pas lâcher. Super. Mais écoute, merci beaucoup, Claude. Puis on va continuer à vous suivre. Merci, Alex. On se reparle. Merci. Salut. Et ça conclut cet épisode de La menthe était verte.
J'ai trouvé ça particulièrement inspirant que les gens de la petite nation ont réussi à bloquer ce projet minier de grande envergure. Et je pense que ça démontre que au Québec, si on se tient debout, si on s'organise, puis on travaille fort, et avec un peu de chance, on peut quand même arriver à bloquer des projets d'une envergure colossale, comme le projet minier La Loutre. Si vous avez apprécié l'épisode, mais je vous invite à vous abonner à la Mentalité verte, à nous laisser un commentaire. Et évidemment, au Parti vert du Québec, on s'oppose à beaucoup de projets miniers, pas tous les projets miniers, mais beaucoup. Et on pense que l'acceptabilité sociale doit être au rendez-vous et que les sites miniers doivent être choisis pour être capable de faire le développement sans détruire la biodiversité, sans contaminer l'eau de surface. Et dans la situation dans la petite nation, avec la quantité de lacs et de rivières qui étaient présents autour du site, c'était clair à mon avis que l'endroit allait être incompatible avec l'activité minière. Merci.